Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va commencer d'abord par notre focus. Il a le don de transformer les petites anecdotes de l'histoire en véritables pépites, vous allez le voir, de culture générale. Et sur les réseaux, il captive des milliers de curieux grâce à son regard vif et à sa passion pour la connaissance. Son nom, César Roussel, alias César Culture G. Elle a une idée derrière la tech aussi. C'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. De quoi vous allez nous parler? Vous avez envie de rigoler aujourd'hui. Dites-nous de quoi vous allez nous parler. Et pourtant, le sujet n'est pas drôle. Alors, je parle toujours d'IA parce que je parle toujours d'IA. Oui. Cette fois, je parle de restauration rapide et de drive avec l'IA. Bon, on voit ça avec vous dans un instant. Merci beaucoup. Et puis, c'est notre question du jour. Ils sont des centaines de milliers en France à se heurter chaque jour aux lignes d'un manuel scolaire, aux consignes d'un exercice ou même aux sous-titres d'une vidéo. Les enfants et les adolescents atteints de troubles 10 voient trop souvent encore l'école comme un parcours d'obstacles, faute d'outils réellement pensés pour eux. Et pourtant, derrière chaque diagnostic, il y a un élève qui ne demande qu'à apprendre, bien sûr, qu'à être compris et surtout à ne pas être laissé de côté. Alors, dans cette émission, on va parler d'inclusion, d'innovation et surtout d'espoir avec un invité qui connaît intimement ces difficultés et qui a justement décidé d'en faire une force. Il s'appelle Vincent Minconetti. Bonjour Vincent, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci, on est très content de vous recevoir. Vous êtes le fondateur d'EasyLex App et on va parler avec vous des troubles 10 et de tout ce que vous faites justement pour ces enfants dans un instant. On en parle juste après le focus. Jeune et passionné, César Roussel, de son pseudonyme César Culture G, partage sur les réseaux sociaux les histoires et les anecdotes pour mieux comprendre le monde. Et à travers ses vidéos notamment, il donne l'opportunité au plus grand nombre d'améliorer sa culture générale, le tout de façon ludique et divertissante. On découvre son portrait du jour. Aujourd'hui, c'est notre influenceur, présenté par Dylan Colère. Est-ce que tu savais que le plus haut sommet d'Europe n'était pas le Mont Blanc, que l'euro aurait dû s'appeler l'écu, ou encore que le premier éléphant à vivre en Europe était un éléphant blanc albinos? Voici 100 faits que tu ne connaissais pas sur l'Europe. Allez, vous l'aurez compris, parlons un peu culture. Aujourd'hui, on s'invite dans l'univers fascinant de César Roussel, créateur de la chaîne YouTube César Culture G. À seulement 25 ans, le jeune homme affiche un parcours déjà bien rempli. Après une classe préparatoire, il intègre le programme Grande École de l'EM Lyon. Mais c'est en parallèle de ses études qu'il se fait véritablement connaître. Sur TikTok, César fait rapidement ses premiers pas en tant que créateur de contenu. Fin 2020, sous le pseudonyme de What's Up World d'abord, puis César Culture G, il propose des vidéos courtes et percutantes, abordant des sujets variés d'histoire, de géographie et même de philosophie. Son objectif est simple, rendre la culture générale accessible à tous. Et le succès est fulgurant. À ce jour, il cumule plus de 2,4 millions d'abonnés sur TikTok. Fort de cette popularité, César poursuit son aventure sur YouTube. Par sa chaîne, il reprend simplement les ingrédients qui ont fait son succès. Vidéos dynamiques, ton léger et approche pédagogique. Il y partage des anecdotes méconnues, des faits historiques surprenants, ainsi que des quiz interactifs pour tester vos connaissances. Il existe un endroit sur Terre où il est interdit d'enterrer les morts, que la grande barrière de corail était plus grande que l'Italie, ou encore que l'Afrique était le seul continent traversé par l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Allez, pose-toi, voici 50 faits géographiques étonnants que tu ne connaissais pas. Le fleuve Amazone ne contient aucun pont sur ses 7000 km de longueur, malgré le fait qu'il traverse plusieurs pays et de nombreuses zones habitées. Je trouve ça fou. Le Vatican a une densité de population 20 fois supérieure à celle de Paris, avec une superficie de 0,44 km² et plus de 800 habitants. Sa densité est d'environ 1800 habitants par km², contrairement à Paris et ses 119 habitants au km². Au-delà des réseaux sociaux, César Roussel s'investit pleinement dans la démocratisation de la culture. Il participe à des conférences, collabore avec des institutions éducatives et a même publié un livre intitulé « Améliore ta culture G », parvenir à enrichir sa culture générale tout en se divertissant. Voilà pourquoi César Culture G est incontournable. Alors si vous voulez terminer premier à tous vos quiz entre amis, n'hésitez plus. Le captivant César vous aidera dans votre quête de savoir. Une belle ressource de connaissances à la portée de tous. Allez, autre chose maintenant. Et si un simple clic pouvait transformer un texte complexe en un contenu lisible, compréhensible et surtout accessible à tous?
Et si la technologie ne remplaçait pas les professionnels de santé, mais devenait leur meilleur allié pour accompagner les enfants au quotidien? On va vous faire découvrir aujourd'hui dans l'émission EasyLex, une solution née de l'expérience vécue, d'un constat d'échec du système scolaire aussi, mais surtout d'une volonté farouche, vous allez le voir, de changer les choses. Une rencontre avec son créateur en duplex avec nous aujourd'hui, lui-même concerné bien sûr, pour comprendre comment l'innovation peut enfin devenir synonyme d'inclusion. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Première partie du talk, cette émission avec vous aujourd'hui, Vincent Minconetti. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'EasyLex App et vous êtes en duplex avec nous. Alors c'est vrai que vous avez mentionné dans vos différents passages dans les médias vouloir faire quelque chose pensé pour les personnes comme vous. Comme vous, c'est dyslexique notamment. Quelles étaient vos difficultés spécifiques que vous avez pu rencontrer au cours de votre parcours, notamment scolaire, et qui vous a donné envie de créer EasyLex? Oui, tout à fait. Donc, les difficultés d'un élève dyslexique et les difficultés que j'ai vécues moi-même, c'est énormément de fatigue à l'issue d'une journée de cours. On doit lire, déchiffrer un texte. Chaque syllabe, c'est assez énergivore. Et on se pose pas mal de questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ces questions qu'on porte soi-même et aussi son entourage, ses parents. Je me souviens une phrase que mon orthophoniste avait dit à mon papa. Ne vous en faites pas, votre fils ne va pas forcément faire. On destinait beaucoup les personnes dyslexiques à des métiers pas forcément à des études longues, que ce soit littéraire, scientifique ou peu importe. Donc, c'est de cette expérience que j'ai décidé de lancer EasyLex. EasyLex, alors justement, racontez-nous peut-être un peu plus de manière concrète pour celles et ceux qui se retrouvent peut-être aussi dans votre parcours que vous venez de nous partager. Qu'est-ce que ça leur permet de faire aujourd'hui? Alors, EasyLex, c'est une solution assez simple. C'est une plateforme web sur laquelle on peut se connecter et télécharger un document qu'on souhaite lire, que ce soit un document papier ou un document PDF. Donc, on peut soit prendre une photo, si on est équipé d'un smartphone ou d'une tablette, ou soit charger directement le document. Et ensuite, on reçoit un nouveau document informatique, un nouveau PDF avec une mise en page qui est optimisée pour la lecture des personnes dyslexiques. Donc, on vient changer l'espacement entre les lettres, entre les lignes, on vient changer la police, sa taille, la couleur de fond pour casser le contraste. Et tout ça, c'est des éléments de mise en page qui ont été éprouvés par la science et qui sont issus de la littérature scientifique. Et ça permet justement de réduire cette fatigabilité et d'augmenter le confort de lecture. Et donc, in fine, rendre la lecture plus accessible. C'est une première aujourd'hui, Vincent, ce que vous avez créé, c'est-à-dire que c'est une révolution, j'imagine aussi pour les enfants dyslexiques. Et ça n'existait pas avant? Alors, c'est des choses qui étaient bien connues, mais pour une simplicité d'utilisation, une simplicité d'accès, c'est vraiment là que j'ai vu qu'il y avait un créneau à jouer et c'est sur ce créneau que j'ai décidé de me lancer. Et c'est assez curieux parce qu'on est plusieurs acteurs à s'être lancés en même temps aux quatre coins de la France, en ayant constaté la même chose et l'échec des solutions précédentes qui avaient été avancées par d'autres acteurs qui manquaient de compréhension et aussi qui n'incluaient pas les professionnels paramédicaux comme les orthophonistes, qui sont quand même la base de la rééducation aujourd'hui pour un enfant dyslexique. Tout à fait. D'ailleurs, vous l'expliquiez, vous avez constaté un manque de consensus et de solutions pleinement développées pour les personnes dyslexiques. C'est ce qui vous a frappé dans l'offre existante, je crois, à l'époque. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau parce que vous avez lancé un projet similaire qui s'appelait Dysfocus, je crois, en 2021, c'est ça. Aujourd'hui, EasyLex, racontez-nous, oui. C'est le premier nom qui a été donné à EasyLex et je ne suis pas très doué en marketing ou en branding, comme on appelle ça. Et donc, c'est au fil des échanges avec différents partenaires, différents accompagnements qu'on a décidé de lancer, de se renommer EasyLex App. Bravo. Alors, la version bêta d'EasyLex, de ce qu'on comprend, est actuellement disponible sur votre site internet, je crois. Est-ce que vous envisagez d'autres formats? C'est quoi les prochaines étapes pour EasyLex alors? Alors, comme on l'a dit, on a une version bêta qui est actuellement testée dans 3 écoles. Ces tests bêta arrivent à un terme. Donc là, on souhaite avoir un lancement pour la rentrée de septembre 2025, fort des enseignements qu'on tirera de cette phase de test bêta. Donc, on sait déjà les améliorations apportées à notre solution. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités à apporter pour rendre encore plus accessible la lecture et justement outrepasser le simple fait de télécharger un document, d'avoir
des supports pédagogiques directement consultables en ligne. On pense à des bibliothèques d'ouvrages directement transformées et consultables directement. Donc il y a plein de pistes d'amélioration. Là, on a vraiment posé des bases et il y a énormément de choses à faire pour aller dans ce sens-là et rendre la lecture toujours plus accessible. Bien sûr, et puis on imagine aussi que les manuels scolaires aussi, qui sont maintenant numérisés, pourraient se retrouver dans EasyLex pour rendre la lecture beaucoup plus simple aussi, parce que quelque part, quand on est dyslexique, je l'imagine en tout cas, mais je ne le suis pas, mais vous allez nous raconter, Vincent, que l'éducation, le parcours scolaire, c'est un parcours du combattant aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. La lecture, c'est moi j'en ai toujours eu peur, hein. J'en ai pleuré des fois en rentrant chez moi. On devait faire des études de texte au collège, en primaire, et c'était tout simplement horrible. Mais j'ai eu la chance déjà d'avoir une enseignante de CP qui a su reconnaître les premiers signes de la dyslexie, qui en a averti mes parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents réceptifs qui ont décidé de m'emmener consulter un orthophoniste, et j'ai fait 12 ans de rééducation auprès d'un orthophoniste, donc du CP à la terminale. Donc c'est pas anodin, mais quand on a un accompagnement comme ça et que tout se passe comme devrait se passer, et on est une minorité dans ce cas-là, eh ben, on peut avoir une scolarité tout à fait normale. Et ça, c'est aussi un autre axe du projet, c'est sensibiliser sur ce qu'est la dyslexie, les signes avant-coureurs, et promouvoir aussi un accompagnement, une rééducation totale pour pouvoir ce qu'on appelle compenser et avoir une vie la plus normale possible, une scolarité tout à fait normale. Cette sensibilisation, vous la faites aussi, et vous nous en avez parlé auprès de ces collèges dans lesquels vous menez des expérimentations, et elles arrivent à leur terme dans le Haut-Rhin. C'est quoi les premiers retours justement de ces expérimentations? Parce que voilà, j'imagine aussi que cette application, elle est disponible à la fois pour les enfants dyslexiques, mais ceux qui ne le sont pas forcément. Comment ça se passe et quel retour ça a eu auprès des enseignants et des élèves concernés? Alors, on a des retours très positifs. Tout le monde est assez enthousiaste à l'idée d'avoir une nouvelle solution pour accompagner les élèves dyslexiques. Donc, pour le moment, on a un focus qui est uniquement sur les élèves dyslexiques, même si on sait que ces modifications mises en page aident aussi les lecteurs avec des difficultés, que ce soit dû à d'autres troubles neurodéveloppementaux ou des troubles acquis. Et les enseignants qui participent à ces tests sont assez enthousiastes de pouvoir accompagner au mieux et sans entraver leur pratique avec les autres élèves, parce que faire du cas par cas aussi, c'est consacrer moins de temps aux élèves. Donc nous, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on a étudié là pendant cette phase bêta, c'est comment on apporte de l'autonomie aux enfants pour qu'ils soient autonomes justement dans les salles de classe. Et donc il faut qu'ils soient équipés, bien entendu, de tablettes ou d'ordinateurs, justement pour soulager la charge aussi des enseignants. C'est facile de travailler avec des académies aujourd'hui, parce que vous êtes nouveau quelque part dans ce marché de la EdTech dont on parle très régulièrement, enfin même quotidiennement ici dans l'école du futur. Comment ça se passe, ces échanges aussi? J'imagine que vous avez besoin d'aide pour vous développer. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup de bienveillance. Il y a eu des échanges avec le bureau de l'école inclusive du ministère de l'Éducation nationale il y a quelques mois, quelques années de ça maintenant, dans le but de l'obtention de la labellisation EduUp, que vous devez connaître, donc, pour pouvoir être accrédité et distribué directement dans les salles de classe via des collectivités territoriales et à ne pas être à la charge des familles, pour pas creuser les inégalités là où elles existent déjà. Mais en soi, dans le monde éducatif, moi j'ai eu la chance d'être confronté uniquement à des personnes bienveillantes qui ayant une volonté d'aider et d'apporter aussi leur soutien, leur pierre à l'édifice pour le projet et pour la bonne continuité du projet. Et c'est important à rappeler aussi. Merci beaucoup Vincent. On va continuer à en parler parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Effectivement, non seulement sur ce que vous faites avec EasyLex et puis sur la dyslexie quand on est jeune et moins jeune d'ailleurs. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Have you ever seen a G-shaped lamp that's also a wireless charger, Bluetooth speaker, alarm clock, and provides 15W fast charging?
This sleek beauty does it all. Perfect for your home office or bedside setup. Who wouldn't want a multitasking lamp like this? Get yours now. Link in bio. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Vincent Minconetti, fondateur d'EasyLex App. Vincent, on vous retrouve dans un instant. D'abord, on va écouter, bien sûr, l'idée derrière la tech de Lisa. Elle adore qu'on dise ça, l'idée derrière la tech. On écoute sa chronique tout de suite. Qui n'a jamais pesté contre une commande erronée au drive ou une attente interminable? C'est vrai, pour récupérer son menu préféré, surtout quand on a très faim, c'est important. Et je vous disais que bientôt, une intelligence artificielle prendrait votre commande au drive-in de votre fast-food favori. C'est le sujet de votre chronique. Mais c'est pour bientôt, Lisa? C'est pour bientôt, en tout cas c'est déjà le cas aux États-Unis, puisque plusieurs grandes chaînes de fast-food expérimentent en ce moment même ce système d'IA pour la prise de commande de leur service au volant. L'idée c'est donc d'utiliser des assistants vocaux intelligents capables de comprendre et de traiter les commandes des clients sans aucune intervention humaine. Par exemple, Wendy's, une chaîne américaine, prévoit d'équiper entre 500 et 600 de ses restaurants avec cette technologie d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez, c'est pour tout de suite. C'est pour tout de suite. Demain. C'est drôle d'imaginer qu'on puisse commander un menu auprès d'une intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intérêt de cette technologie? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette évolution. D'abord, l'IA peut potentiellement accélérer le processus de commande. Enfin, ça, c'est si tout se passe bien. Et donc, réduire, du coup, potentiellement le temps d'attente des clients. Ensuite, elle vise à minimiser les erreurs de commande. Là aussi, si tout se passe bien, afin d'améliorer la satisfaction client de ces établissements. Et puis surtout, pour les entreprises, cela peut représenter une réduction des coûts opérationnels à long terme. Là aussi, si tout se passe bien. Bon, il faut s'expliquer que certaines chaînes utilisent déjà de l'intelligence artificielle, mais ces systèmes sont-ils vraiment opérationnels à l'heure où on se parle? Ils le sont, et puis depuis un certain temps déjà, mais avec des résultats assez mitigés, puisque tout ne se passe pas bien. McDonald's, par exemple, a testé au cours de ces 2 dernières années des chatbots basés sur l'IA dans plus de 100 de ses restaurants aux États-Unis. Cependant, en juin 2024, l'entreprise a mis fin à cette expérimentation, puisque les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Des clients ont rapporté des erreurs dans leurs commandes, ce qui a suscité de nombreuses critiques. Et on le comprend parce qu'en faisant quelques recherches, je suis tombée sur une plainte particulièrement grotesque d'un client qui avait commandé 2 boîtes de 10 nuggets et qui s'est retrouvé à la caisse avec une facture de 200 €, puisque l'appareil avait en réalité enregistré une commande de 2010.
Nuggets, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et alors, ce qui risque de me faire partir en fou rire, Lisa, c'est que vous dites nougat. Oui, nuggets. Comme je dis samedi au lieu de dire samedi. Voilà. Bon. On vous embrasse. Bon, en tout cas, j'imagine la surprise du client avec 2010 nuggets. On en rit. C'est vrai que si les erreurs se multiplient, c'est quand même compliqué et ça devient contre-productif. C'est quoi les défis à relever justement pour cette technologie? Eh bien, on vient de le soulever ici avec cet exemple. L'un des principaux défis est la précision de la reconnaissance vocale, surtout dans des environnements bruyants comme les drives. IA doit aussi gérer plutôt les accents et les dialectes et les commandes complexes, et donc comprendre que nuggets veut dire nuggets. Et bien évidemment, en dehors de l'aspect très technique, il y a aussi des considérations éthiques et sociales, notamment concernant l'impact, bien sûr, sur l'emploi dans le secteur de la restauration rapide. Qui est déjà un secteur en tension, effectivement. En France, où est-ce qu'on en est? Alors pour le moment, et un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, ces technologies donc, sont en phase de test aux États-Unis, qui est en quelque sorte le laboratoire des nouvelles technologies. Il est très probable, comme d'habitude, là encore, que si les résultats s'avèrent concluants, les chaînes envisagent de les déployer dans d'autres pays, y compris la France. Et ça, c'est si tout se passe bien. Évidemment. Merci beaucoup, Lisa, pour cette chronique. Ça parle de nuggets. On n'en parle pas dans la deuxième partie du talk, mais on la lance tout de suite avec un peu de sérieux. Après avoir parlé d'intelligence artificielle dans le domaine de la restauration et de Nougat, on vous retrouve Vincent Minconetti. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'EasyLex App. Bon, vous voyez, on se marre bien dans l'émission et on va continuer à parler de ce que vous avez inventé avec EasyLex, notamment pour les personnes dyslexiques. Et vous êtes justement un dyslexique et vous avez réussi vos études, master en génie biomédical, master en santé publique et épidémiologie. Vous faites un doctorat en ce moment, vous ne vous arrêtez plus. Quel regard vous portez justement avec le recul que vous avez aujourd'hui, Vincent, sur l'inclusion des jeunes, des élèves, notamment aux besoins spécifiques dans le système scolaire actuel? Question parce que tout est question de reconnaissance aujourd'hui. Donc, si on est diagnostiqué comme il faut, normalement, on peut mettre en place les outils de compensation, les PPAP, comme on appelle ça, avoir un tiers-temps pour les examens en plus, avoir une AESH qui sont malheureusement de moins en moins nombreuses parce que les subventions sont coupées, avoir un accompagnement personnalisé en primaire, mais tout est question de reconnaissance. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a aussi des pénuries d'orthophonistes dans certains territoires, notamment dans le Haut-Rhin, là où je me situe, il y a des listes d'attente pas possibles. Et sans bilan orthophonique, on ne peut pas prétendre avoir ces accompagnements-là. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez dommageable. Alors effectivement, les troubles 10, vous l'avez dit, sont souvent diagnostiqués tardivement chez les enfants. Est-ce que la technologie aujourd'hui, et notamment l'intelligence artificielle dont on a parlé avec Lisa, peut permettre d'une manière ou d'une autre un dépistage un peu plus précoce? Alors aujourd'hui, la seule manière de se faire diagnostiquer dyslexique, c'est via un bilan orthophonique. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas d'expertise pour savoir si ces technologies-là, pourront aider les orthophonistes à poser leur bilan plus facilement. Mais je pense, sincèrement, là, c'est ma casquette d'ingénieur biomédical qui parle, les solutions de télémédecine, notamment, pourraient être une solution d'accessibilité aux soins, d'accessibilité au diagnostic plus grande. L'intelligence artificielle aujourd'hui, Vincent, vous l'utilisez ou vous planifiez de l'utiliser au cours des prochaines années, des prochains mois chez EasyLex? Alors, fatalement, quand on développe ce type de solution, les langages de programmation, les outils utilisés évoluent fatalement avec l'avancée de l'intelligence artificielle et sont inclus de manière automatique dans les packages qu'on utilise pour développer notre solution. Après, ce n'est pas une volonté première, car on souhaite avoir la solution la plus simple, la plus accessible et la plus accessible, la plus simple d'utilisation. Mais fatalement, on est obligé, entre gros guillemets, parce que ce n'est pas une obligation, c'est quand même une bénédiction d'avoir des outils de plus en plus performants pour améliorer notre solution au quotidien. Comment vous gagnez des sous aujourd'hui, Vincent? Vous parlez du label EduUp, alors ça c'est une subvention du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais est-ce que vous avez un modèle économique derrière? Tout à fait. Alors aujourd'hui, la source de rémunération première du projet, c'est la participation à des concours.
car comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore lancé sur le marché, donc on n'a pas encore de revenus propres. Mais EasyLex se présentera sous forme d'un abonnement avec une partie gratuite avec des fonctionnalités les plus basiques et limitées, et une partie payante avec un abonnement à hauteur de 7 € par mois pour les fonctionnalités les plus avancées, en accès total à l'application. Accès total à l'application avec, donc on le comprend au cours des prochaines semaines, des prochains mois peut-être, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite parce que c'est votre souhait d'abord, des partenariats avec peut-être des maisons d'édition de manuels scolaires évidemment pour aider les élèves, on l'a compris, tout au long de leur scolarité. Vous faites un focus de ce que je comprends, mais vous m'arrêtez si je me trompe, sur la dyslexie aujourd'hui. Est-ce que ces principes d'adaptation de la lecture aujourd'hui, ils peuvent derrière, au cours des prochains trimestres, des prochaines années, se développer sur d'autres troubles 10 aujourd'hui? Alors, sur d'autres troubles 10, non, parce que dans le spectre des troubles d'apprentissage dont font partie les troubles 10, la dyslexie est l'unique trouble de la lecture, du langage qui est lu. Mais en revanche, dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, ça peut apporter des solutions en faisant des petites adaptations, ou on peut penser aussi à des troubles qui sont acquis dus à des traumatismes et qui entravent la lecture. Et ce type d'adaptation de mise en page, c'est vraiment une pierre angulaire de l'accessibilité à la lecture, quelle que soit nos difficultés. Il faut juste paramétrer comme il faut la mise en page pour justement rendre la lecture plus accessible. Ça me fait penser à une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous parliez en première partie du talk des tests qui sont effectués dans les collèges du Haut-Rhin, pas très loin de chez vous, et qui touchent à leur fin. Aujourd'hui, dans le cadre de ces tests, les élèves dyslexiques disposent d'une tablette numérique, par exemple, pour accéder à leur contenu, ou d'un ordinateur. Comment ça fonctionne aujourd'hui dans une école concrètement? S'il y a un chef d'établissement, par exemple, ou un enseignant, ou un parent qui serait intéressé par votre produit? Alors, c'est une très bonne question. Les modalités sont vraiment différentes parce qu'aujourd'hui, on travaille aussi bien dans une école qui est très rurale ou une école qui est très urbaine et une autre qui est aussi urbaine. Les équipements sont vraiment différents. Donc, nous, on essaie d'avoir la solution la plus agile pour s'adapter à toutes les réalités. Donc, aujourd'hui, dans le centre urbain, c'est un territoire numérique, comme on appelle ça. Donc, il y a des tablettes à disposition où les enfants peuvent être en autonomie. Et ça, c'est en fonction de l'enseignant, s'il souhaite les mettre en autonomie en fonction de l'âge. Maintenant, fort de nos tests, on sait que les enfants de moins de 8 ans, pour être en autonomie avec une tablette en classe, c'est assez compliqué. Donc, on délègue la charge à l'enseignant qui peut faire le travail de changement de mise en page en amont de son cours pour ensuite distribuer les documents avec la mise en page adaptée. Et dans le cadre rural, c'est la solution qui a été adaptée parce que tout simplement, il y a un ordinateur par classe, celui de l'enseignant. Donc c'est vraiment à discrétion de l'enseignement comment lui veut se servir de cet outil pédagogique comme un outil d'accessibilité à la lecture, s'il souhaite mettre en autonomie ses élèves ou non, et s'il a les moyens de le faire ou non. Merci pour ces précisions, Vincent. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Quels conseils peut-être vous donneriez aux enseignants, aux encadrants, membres de la communauté éducative pour accompagner au mieux les élèves dyslexiques dans leur quotidien, vous qui l'avez vécu pendant des années? C'est la communication avec les parents et les professionnels de santé. C'est quelque chose qui est très difficile, j'en suis conscient, mais c'est la base la plus saine pour pouvoir accompagner les enfants du mieux possible. Merci. Alors, et si vous aviez un message peut-être à faire passer aussi aux élèves qui se retrouvent dans votre parcours aussi d'anciens élèves dyslexiques, un message d'espoir, j'imagine que vous portez, parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, et eux-mêmes d'ailleurs le disent quand on les interviewe, quand on les voit dans les médias, que faire ses études, travailler, lire, c'est compliqué. Vous êtes la preuve aujourd'hui, de par votre doctorat qui est en cours, de par vos études, aujourd'hui que quelque part, on peut y arriver. Tout à fait. C'est vraiment, je pense qu'avoir des difficultés, ça permet de faciliter, de trouver sa voie, parce qu'on va forcément s'orienter vers ce qui nous plaît. Donc, une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, il faut s'y attacher et persévérer. Et c'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on atteint de tous les apprentissages qu'on ne peut pas y arriver.
Aujourd'hui, on vit à une époque assez formidable où il y a l'IA, où il y a plein de choses qui nous permettent de justement compenser et d'arriver au bout de nos ambitions. Et ben voilà, c'est un très beau message. Je n'ai rien à ajouter pour terminer cette émission. Merci infiniment, en tout cas, Vincent Micoletti, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'EasyLexApps. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de cette aventure, notamment. Merci aussi à vous, Lisa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, à Édouard Denisot d'avoir produit cette émission. Et puis, comme tous les jours, on se retrouve dès demain, dès 12h30 et toujours dans l'École du Futur. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.